les nouveaux visages de l'industrie et de l'innovation en France. Alors, avant de rentrer dans le vif des débats, Quentin va nous donner les petites précisions logistiques importantes et puis nous présenter les invités. Quentin ? Bonjour à tous, donc bienvenue à cette conférence sur les nouveaux visages de l'innovation en France. Donc les intervenants que nous avons aujourd'hui sont jeunes et un petit peu moins jeunes, mais représentent les nouveaux visages de la France demain. Je vous rappelle qu'il faut éteindre vos téléphones portables afin que nos intervenants ne soient pas dérangés. Et puis ensuite, nous allons passer directement à cette table ronde organisée par Monsieur Philippe Escande, qui est donc journaliste au Monde et directeur du supplément Économie et Entreprise au Monde. Et puis nous avons donc Nicolas Collin, inspecteur des finances et cofondateur de Deux Family. Olivier Passet, donc directeur des synthèses économiques du groupe Xerfi. Philippe Mutrici, directeur de l'évaluation des études et de la prospective de BPI France, donc qui reçoit les informations des entreprises de taille intermédiaire et des PME. Et enfin Vincent L'Orphelin, fondateur de Venture Patents, qui est donc une société de conseil en stratégie de l'innovation qui permet de protéger des grands groupes et des startups à travers des brevets. Donc voilà, merci à tous et bonne conférence. Bien, alors, on va commencer cette session, effectivement très masculine. Merci pour la remarque, mais la dernière fois que j'ai animé, enfin c'est pas moi qui l'ai animé, mais la dernière fois qu'on a animé au Monde un colloque économique, on a eu l'irruption des femmes à barbe qui sont venues sur ce sujet-là pour nous faire remarquer que sur 2 tables rondes, il y avait une femme et que c'était quand même pas beaucoup. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet et qui dépasse au-delà. D'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure sur tout ce qui est innovation et high-tech. Alors, les nouveaux visages de l'industrie de l'innovation. Alors, se passe-t-il quelque chose en ce début de printemps parisien? Oui, il fait chaud, vous l'avez remarqué, mais la météo est encore capricieuse. Sur le front de l'économie, il pleut encore régulièrement des licenciements. Le chômage refroidit les ardeurs et les entreprises hésitent à sortir dehors pour investir. Pourtant, on le voit bien, nous avons changé de saison, du moins on en a l'impression. Les éclaircies pointent sur le front des résultats des entreprises et le climat des affaires se fait plus doux. L'euro et le pétrole contribuent largement à ce réchauffement, mais quelque chose d'autre serait-il en train de se produire? On parle de start-up, d'avancées technologiques, de levée de fonds et d'introduction en bourse. En 6 mois, 2 jeunes pousses françaises ont réussi chacune à réunir près de 100 millions d'euros. Dans le monde du capital risque, ça ne s'était jamais vu. Il faut dire que la méthode Coué, chère à notre président de la République, nous est servie à haute dose. Cette semaine encore, il était dans le sud-ouest pour célébrer la renaissance industrielle à l'heure où Alcatel passe sous pavillon finlandais. Alors, tel le président Mao, le président Hollande veut regarder plus loin, au-delà, que 1000 startups fleurissent, nous dit-il. Eh bien, on va voir la réalité de cette embellie météorologique. Est-ce que l'hiver est vraiment derrière nous? Qu'est-ce qui nous pousse à le penser? Avec nos invités, nous allons partir à la chasse aux bonnes nouvelles qui, pour l'instant, prennent la forme de signaux faibles, voire très faibles, mais qu'il faut quand même savoir lire. Alors, je vais vous en livrer un tout à fait personnel, et puis après, promis, je m'arrêterai de parler. Il se trouve que j'ai écrit un bouquin, j'ai un éditeur. Le principal succès en matière économique du moment pour lui s'intitule « On va dans le mur ». Alors, c'est pas très gai, mais c'était déjà un peu plus que son précédent succès, qui est toujours un succès de librairie, qui s'intitulait « Le suicide français ». Et l'autre jour, il me regardait puis il m'a dit je crois que c'est les derniers titres déclinistes qu'on est en train de faire, on va passer à autre chose. Alors je lui ai dit ben voilà, c'est une très bonne nouvelle, donc j'espère que le mien sera un succès considérable. Alors vous qui êtes autour de moi, quels sont les faits, les données ou les signes que captent vos antennes? Alors je vais commencer par Philippe Mutrici. Vous êtes en charge des études et de l'évaluation et de la prospective à la banque publique BPI
France, qui justement est là pour investir dans les sociétés d'avenir. Alors vous êtes un peu dans le rôle de la vigie, à la fois dans cette banque et puis dans votre rôle à l'intérieur de cette banque. Donc dans votre lunette, est-ce que vous voyez vraiment un paysage qui est en train de changer et de quelle manière? Oui, merci beaucoup. Oui. Merci. La réponse est oui avec le micro. On voit les choses changer effectivement depuis notre rôle d'accompagnement des entreprises françaises. BPI France, on intervient en capital investissement, on intervient en financement, en prêt, en garantie de prêt aux côtés des banques françaises, on intervient aussi en innovation, aide et avance remboursable. Donc c'est vrai qu'on a une position assez extraordinaire pour observer l'économie française. On aide à peu près 80 à 90 000 entreprises par an pour des montants de financement qui vont entre 23 et 24 milliards d'euros par an. Donc voilà, on est un acteur assez important. Pourtant, on est une petite banque, 2200 salariés. On est l'ETI de la banque, comme dit Nicolas Dufour, son directeur général, par rapport aux mastodontes que sont les banques privées françaises. On a un rôle de banque coup de pouce, c'est-à-dire que même avec les chiffres que je vous ai donnés, 80 000 entreprises, 24 milliards de financement, on fait entre 5 et 10% de part de marché du financement, notamment si on regarde les prêts. Donc vous voyez, ça reste quand même assez modeste. Alors, après cette petite introduction sur ce qu'on peut voir, nous on le voit de différentes façons. Alors à la fois la reprise économique, mais aussi une forte vitalité du tissu industriel français, effectivement qui va en opposition par rapport à ce qu'on a coutume de lire ou d'écrire. Et on voit aussi une très forte dynamique entrepreneuriale au niveau de l'innovation et des startups. Alors, tout ça c'est des généralités, donc je vais donner quelques exemples. On a des enquêtes de conjoncture, par exemple, on en fait tous les 6 mois. Et depuis 2 ans, dans nos enquêtes de conjoncture, on voit qu'une petite partie de l'économie était déjà repartie. Donc ça fait 2 ans que l'industrie plutôt moyenne, plutôt B2B, avait des perspectives de croissance. En tout cas, c'est ce qui est déclaré dans les enquêtes de conjoncture, bien supérieures. B2B, c'est les services aux entreprises, on va dire. Voilà, business to business. Bien supérieur au reste de l'économie qui était plutôt composé de petites entreprises, des TPE non industrielles tournées vers le B2C, donc vers la grande consommation, et notamment le bâtiment, le tourisme qui souffrait énormément. Et le commerce. Et le commerce, merci. Et quand on regarde la composition de l'économie française, on comprend ce double message, c'est-à-dire que la masse des entreprises, c'est celle qui allait mal. Les toutes petites entreprises, ça fait 2 millions d'entreprises en France. C'est celle qui alerte le plus les pouvoirs publics, les médias sur leurs grandes difficultés. Alors que la petite partie de l'économie qui était déjà en avance, c'est la partie donc plutôt industrielle, encore une fois, plutôt PME taille moyenne, ETI, innovante et internationalisée. Celle-là, elle pèse assez peu dans le débat et donc on les voit moins. Nous, on les voit et donc le premier message, c'est qu'effectivement, cette partie de l'économie française est déjà repartie. Donc, juste pour préciser, les ETI, ça commence à partir de combien d'employés? 250 salariés. Voilà, c'est celles qui ont plus de 250 salariés et jusqu'à 5000. Et en chiffre d'affaires, à peu près Et en chiffre d'affaires, c'est à partir de 50 millions de chiffre d'affaires. Il y a des ETI qui sont petites quand même. Voilà, on peut être tout à fait. D'ailleurs, dans la décomposition des ETI, il y en a beaucoup, un gros tiers qui est entre 250 et 350 salariés. Donc il y a une espèce de concentration sur la petite ETI. Alors après, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que certes, il y a une reprise économique, qui est depuis amplifiée par, vous l'avez rappelé, la baisse conjuguée du prix du pétrole et de l'euro. Et troisième facteur qu'il ne faut pas oublier, une politique monétaire ultra accommodante comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'Europe. Ces 3 facteurs conjugués ont un effet amplificateur par rapport à cette reprise qui était déjà ressentie en partie et dont je pense, on sous-estime encore la puissance sur l'année 2015. C'est-à-dire qu'on aura probablement des bonnes surprises. On aura plus de 1% de croissance en 2015. Donc là, le consensus est révisé à la hausse par la place des économistes à peu près. D'accord, mais ça, c'est les chiffres macroéconomiques. Mais au niveau de BPI France. Alors, au niveau de BPI France, derrière cette reprise économique, le message qu'on va porter, c'est un message il n'y a pas que la reprise économique. Il y a une profonde transformation de l'économie mondiale et l'économie française.
Donc ça, on le voit aussi très bien dans les entreprises qu'on accompagne. Donc on le voit par exemple sur le rôle du numérique sur la transformation des chaînes de valeur. Est-ce que ça se voit dans vos chiffres, par exemple dans le nombre d'entreprises aidées? Est-ce que vous avez quelques chiffres qui pourraient nous indiquer justement que aujourd'hui, sur 2014 ou sur 2015, le nombre d'aides à ces entreprises, par exemple, du numérique est en train d'exploser? Ou est-ce que vous avez une donnée? On a fait plus 40% l'année dernière sur nos aides à l'innovation. On est passé de 600 millions à plus d'1 milliard d'euros sur les aides à l'innovation. On a fait plus 40% sur d'autres produits de BPI France. Quand on regarde les résultats BPI France l'année dernière, que ce soit en termes de volume d'activité, on a toujours une croissance très forte de l'ensemble de nos produits, mais surtout des produits tirés vers l'innovation. Et on a également d'excellents résultats en capital innovation, et vous l'avez déjà signalé tout à l'heure, avec les entreprises qui sont allées en bourse l'année dernière. Donc on a accompagné, nous, 80% des entreprises qui sont allées en bourse, et on a 8 pépites du portefeuille qui ont eu des succès assez considérables, dont 2 ont été cotées au Nasdaq, ce qui est exceptionnel. Ça, c'est des entreprises dans lesquelles vous avez investi. C'est des entreprises dans lesquelles on investit. Alors, on peut leur donner leur nom, il y en a 2, donc ça va être vite fait. Donc, il y a, donc ça, c'est la colle. Il y a. Criteo, peut-être? Alors, Criteo, c'était bien avant. C'était avant, ouais. Donc, j'ai mon anti-sèche. Voilà, Selectis, merci. Ouais. Et la deuxième, c'est une bio aussi. Je vous la donnerai tout à l'heure. DBV. Merci. DBV Technologies. Merci. Voilà. Donc, la transformation qui est derrière, c'est quelque chose d'absolument capital. Donc, on a sorti un ouvrage, BPI France, donc on a créé un lab pour regarder toutes ces transformations d'entreprise. On s'est beaucoup inspiré d'ailleurs des travaux de mon voisin. Donc ça s'appelle le numérique déroutant, et Nicolas était vraiment, depuis 2 ans, avec Henri Verdier, à la pointe sur comment l'économie est en train de se transformer aujourd'hui. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on montre dans cet ouvrage, qu'on a titré « Le numérique déroutant », comment le numérique est en train de transformer l'ensemble de l'économie. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que le numérique, c'est juste le petit complément de chiffre d'affaires ou de la modernisation ou quelque chose d'assez classique, où certes on va gagner un peu en productivité. En réalité, c'est des transformations beaucoup plus profondes qui touchent les business models des entreprises qui les emploient. Et on pourrait penser aussi que ça concerne que, bon, allez, l'économie de l'Internet, un peu le commerce en ligne, etc. Mais pas du tout. Ça concerne l'ensemble de l'économie. Nous, on a regardé comment les chaînes de valeur se sont complètement transformées. Le cas d'école, c'est l'hôtellerie-restauration. Donc ça, c'est vraiment un cas d'école assez extraordinaire pour voir comment des nouveaux acteurs du numérique ont réussi à s'imposer et à prendre des parts de marché énormes au sein des acteurs traditionnels. Et ça, vous le voyez dans un temps très court. Dans vos aides on le voit également parce dans que les entreprises que vous soutenez. On voit un certain nombre d'entrepreneurs qui viennent nous voir pour proposer des nouveaux modèles dits, entre guillemets, disruptifs. Donc ils viennent en fait disrupter des chaînes de valeur, c'est-à-dire court-circuiter en réalité des chaînes de valeur, réorganiser le rôle des acteurs les uns par rapport aux autres. Donc pour donner un exemple, dans l'hôtellerie, ce qui est en train de disparaître, c'est l'agence de voyage traditionnelle, celle qui faisait l'intermédiaire entre le consommateur final et puis l'hôtelier, le producteur de services. Donc les agences de voyage sont complètement disruptées aujourd'hui, il y a des circuits courts qui s'établissent. L'autre cas d'école qu'on voit, il est très connu aussi, très médiatique, c'est Uber avec le transport de personnes. Et donc là, la disruption, vous allez dire, oui, c'est pas vraiment les taxis, non, c'est l'agence de réservation, c'est la centrale de réservation des taxis qui est disruptée parce qu'on n'en avait plus besoin aujourd'hui. Vous êtes directement mis en relation avec le chauffeur. Là, ces phénomènes de disruption, en fait, sont des phénomènes qui concernent l'ensemble de l'économie. Ça concerne le bâtiment, ça concerne le transport de petits colis, ça concerne également l'industrie. Et dans l'industrie, ça va être tous les débats que vous connaissez probablement sur le rôle de l'imprimante 3D, qui est une des facettes de ce numérique qui rentre dans les processus industriels. Mais l'imprimante 3D elle-même peut avoir des conséquences énormes sur la réorganisation de la production industrielle et des chaînes de valeur. D'accord. Juste un dernier mot dans toujours les entreprises dans lesquelles vous investissez, ça qui peuvent être d'ailleurs petites ou grosses. Est-ce qu'il y a une tendance très forte, vous parliez là de l'impression 3D, des choses comme ça, est-ce que vous voyez émerger depuis genre 6 mois, pas quelque chose de très ancien, parce que l'hôtellerie, tout ça c'est déjà assez ancien, mais depuis 6 mois, là, est-ce que vous voyez émerger quelque chose de très fort? On a parlé des objets connectés, par exemple, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a juste une ou deux tendances très fortes?
Les deux tendances très fortes, je ne sais pas si elles datent, elles sont plus anciennes, mais on les voit vraiment émerger sur l'année 2014 et 2015. Ouais. C'est les sciences de la vie, avec un savoir-faire français extraordinaire. Donc les sciences de la vie, ça va être tout ce qui est biotechnologie, santé, nouvelles technologies médicales. Et ça a à voir avec le numérique aussi. Ça a à voir avec le numérique. Et le deuxième, vous l'avez cité, c'est les objets connectés. Donc les objets connectés, les stars dont on parlait tout à l'heure, bon Criteo, c'est pas un objet connecté, mais on est d'accord, mais enfin, on a d'autres participations en portefeuille, par exemple un brossade en colibri, donc un objet connecté par excellence, la balance connectée Wissing. Tout ça, ce sont des startups françaises qui connaissent un déploiement considérable, et l'économie de l'avenir, pardon de le dire, c'est un peu simpliste, j'aimerais être plus professionnel, si je puis dire, mais c'est l'économie des objets connectés avec des capteurs dans les maisons, connectés au smartphone, les capteurs sur soi, les montres connectées, tous ces objets-là, plus de 20 milliards d'objets connectés à l'horizon 2020, et encore c'est probablement sous-estimé, alors qu'aujourd'hui on a 3 milliards de smartphones seulement. Très bien. Alors écoutez, merci Philippe. Alors donc, vous l'avez compris, il commence à y avoir quelques signes. On va essayer de se faire une promesse entre nous, parce que moi je travaille dans un journal où on a... à la correction des ayatollahs absolus sur la langue française. Donc on va parler de rupture et éviter la disruption. Nicolas Colin, vous êtes à vous seul finalement la métaphore de ce monde qui change, puisque vous êtes issu du corps d'élite du ministère de l'économie qui s'appelle l'inspection des finances. Et voilà, normalement vous devriez vous retrouver aujourd'hui à la direction, une direction importante à la BNP, on va dire, ou à la Société Générale. Eh bien non, vous êtes parti du côté de l'investissement, du capital risque, des startups, en fondant avec quelques amis la société The Family, avec une ambition, créer une famille de jeunes pousses et leur donner les moyens de relever le défi du nouveau siècle, donc celui du numérique. Vous voyez des barbares partout, donc vous allez nous expliquer ça. Selon vous, elles sont en train de tailler en pièces nos entreprises. Alors, est-ce que vous décelez en ce printemps des petits signes qui montreraient, par exemple, que la résistance face aux barbares s'organise ou que peut-être des barbares français sont en train d'émerger? Nicolas. Alors, merci beaucoup. Ce qu'on voit, il y a trois niveaux en fait que je vois. Le premier niveau, c'est celui de la prise de conscience, et c'est celui qu'on a voulu attaquer il y a 3 ans avec Henri Verdier quand on a coécrit un ouvrage auquel Philippe Mutrici faisait allusion, qui s'appelle L'âge de la multitude, et qui est vraiment conçu, pour parler directement, comme un petit précis d'éducation des élites françaises sur ce qu'était devenu à l'époque, en 2012, l'économie numérique. L'intuition venait d'Henri Verdier qui disait le problème des élites françaises, donc on parle à la fois des élites dans le secteur public, les ministres, et puis des élites dans le secteur privé, c'est-à-dire les grands patrons, c'est qu'elles sont restées bloquées à une vision du numérique qui date des années 90, c'est-à-dire un truc un peu marginal, des startups qui bouillonnent, des gentils jeunes entrepreneurs qui jouent dans un bac à sable, mais tout ça n'ayant aucun impact sur le vrai monde et la vraie économie et les vraies grandes entreprises et les pouvoirs publics. Le problème, c'est que après cette économie des années 90 qui a donné l'impression d'exploser et de disparaître avec l'explosion de la bulle en 2000, la France et ses élites sont rentrées dans une sorte d'ère glaciaire où on s'est complètement désintéressé de tout ça. Et en 2012, le numérique n'a rien à voir avec le numérique des années 90. C'est plus seulement des startups. Parmi ces startups, un certain nombre d'entre elles sont sorties du lot et sont devenues, dans l'intervalle, les plus grandes entreprises du monde, opérant des nouveaux modèles d'affaires à l'échelle globale et exerçant des effets absolument stupéfiants sur les structures et les fondamentaux de toute notre économie. Donc on a écrit ce livre pour la prise de conscience, et je pense que, évidemment, le livre n'a été qu'une contribution parmi des dizaines à cet effort de prise de conscience de nos élites, mais je pense qu'on a pas mal été aidé en 2013 par un certain nombre de sujets, par le débat qui a monté autour de la fiscalité, les impôts que payent ou que ne payent pas, en l'occurrence, les entreprises de l'économie numérique, par des débats renouvelés sur le droit d'auteur, sur la répartition de la valeur dans les filières culturelles, par aussi l'affaire Prism, qui a permis de prendre conscience de l'ampleur des infrastructures déployées et de leur puissance.
Ça, c'est l'affaire de l'espionnage voilà. par la NSA, l'agence américaine. Exactement. Et donc l'année 2013, pour moi, c'est vraiment l'année de la prise de conscience. Et après 2013, on rencontre assez rarement un grand patron ou un ministre qui ne considère pas que le numérique, c'est important. Ensuite, mais il ne suffit pas de prendre conscience que c'est important, encore faut-il le comprendre. Et là aussi, il y avait une intuition assez forte, qui était celle d'Henri et moi au départ, que maintenant je poursuis activement dans The Family et qui est poursuivie aussi par beaucoup d'acteurs sur la place, c'est comprendre l'économie numérique. On s'est longtemps perçu comme étant au milieu d'une révolution, c'est-à-dire, et les révolutions, c'est assez peu propice aux efforts de compréhension, parce qu'une révolution, comme vous le savez, ça peut tomber dans un sens ou tomber dans un autre. Et pendant qu'une révolution se passe, vous avez des excités qui montent sur les barricades et qui se tapent dessus, mais la majorité des gens se barricadent chez soi, ferment la porte à double tour, calfeutrent les fenêtres et attendent que les hostilités prennent fin et de voir qui s'est installé au pouvoir. Bon, quand on se croit au milieu d'une révolution, tout le monde est à l'arrêt, un peu interdit, en attendant de voir dans quel sens le vent va tourner. Donc c'est mieux de considérer que la révolution, elle est passée, elle a fini, pour ainsi dire, en 2000 avec l'explosion de la bulle, et depuis 2000, on a à peu près toutes les clés pour comprendre ce que c'est que l'économie numérique, qu'est-ce qui explique le succès des entreprises qui la dominent et qui sont toutes américaines à ce jour, de plus en plus chinoises. Qu'est-ce qui explique le succès de ces entreprises et en quoi ça va bouleverser complètement les structures et les institutions de notre économie. En termes de compréhension, moi je pense qu'on est encore très loin du compte en France. Il y a beaucoup de confusions qui se sont installées durablement et qu'on a du mal à extirper. Il y a la confusion classique entre la recherche et développement et l'innovation. Vous entendez sans doute assez souvent des dirigeants politiques commencer à parler d'innovation et puis en fait ils bifurquent instantanément au bout de quelques minutes sur un discours sur la recherche et développement, sur le crédit d'impôt recherche, ce qui n'a absolument rien à voir avec l'innovation. La recherche et développement, c'est dépenser de l'argent pour mettre au point des résultats de R&D, et l'innovation, c'est pousser ces résultats de R&D jusqu'au marché pour déployer des modèles d'affaires. Et donc la R&D, c'est l'affaire des chercheurs dans les labos, l'innovation, c'est l'affaire des entrepreneurs au contact direct des clients. Et confondre les deux, c'est en fait mélanger deux problématiques qui n'ont rien à voir. Il y a aussi une autre confusion bien française entre l'innovation et la technologie. Pour nous, on est un pays d'ingénieurs, on célèbre l'excellence des ingénieurs français, des grands corps techniques, etc. On applaudit le Concorde, le TGV, les grands ouvrages d'art, le viaduc de Millau, le pont de Normandie, et on pense que toute innovation se rattache à ça, à de la technologie de pointe. En réalité, dans l'économie numérique, les questions technologiques ont été réglées par le département de la défense américain qui, en investissant des milliards pendant des décennies, a déployé une infrastructure sur laquelle les entrepreneurs peuvent commencer à innover. Il y a une confusion enfin, et je dirais qu'elle est fondamentale, entre le fonctionnement et le développement des entreprises dans le paradigme ancien, qui était un développement linéaire. C'est une entreprise se développait, et puis plus elle grandissait, plus elle s'essoufflait. Et au bout d'un moment, elle s'arrêtait et elle finissait par consolider ses positions. Dans le paradigme nouveau, celui de l'économie numérique, toutes les entreprises numériques, c'est même le critère qui permet de les distinguer des autres, ont des effets de réseau dans leur modèle d'affaires, et donc sont portés par un rendement croissant de leur activité qui les emmène jusqu'à un monopole naturel sur leur marché. Et donc leur développement, il n'est pas linéaire comme les entreprises traditionnelles, il est exponentiel. Et l'exponentiel, c'est très difficile à appréhender intellectuellement, conceptuellement, notamment pour des gens qui ont grandi dans l'ancien paradigme. Parce qu'une exponentielle, au début, ça n'a l'air de rien, c'est tout petit, c'est les petites startups dont on se dit que ça n'a aucune importance. Et puis, quand ça décolle très fort, avec une pente vertigineuse, et ça finit par prendre 100% du marché dans un délai assez court. Imaginez que Uber, qui est le leader global du transport individuel en ville, a été créé en 2009. Entre 2009 et aujourd'hui, ils ont levé 4,5 milliards de dollars et ils sont valorisés aujourd'hui à 40 milliards de dollars. Voilà, ça c'est une exponentielle. Au début, c'est 3 voitures qui transportent des gens à San Francisco. 5 ans plus tard, c'est un leader mondial qui fait travailler 500 000 chauffeurs dans le monde et valorisé 40 milliards de dollars. Nicolas, ça c'est le paysage oui. que vous brossez et dont vous faites l'évangéliste depuis déjà plusieurs années sur cette transformation numérique profonde. Alors là, la question du jour, c'est
ok, Uber est arrivé, Booking.com est arrivé, il y a eu toutes les ruptures dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, dans on va dire les 6 derniers mois, quelque chose de vraiment récent, est-ce qu'on a la concrétisation de cette prise de conscience dans notre beau et vieux pays? Justement, moi je considère que la prise de conscience, elle est faite, que la compréhension tarde encore à venir. C'est-à-dire on a pris conscience que c'était important, mais on ne comprend pas encore bien comment ça marche et les leçons qu'il faut en tirer. Du coup, ça entrave un peu l'action. Moi, ce que je constate, c'est qu'au-delà, effectivement, de quelques cas particuliers, de start-up qui commencent à sortir du lot, à réaliser des tours de table qui commencent à être plus ou moins en rapport avec l'ampleur des enjeux, c'est-à-dire partir à la conquête de marchés globaux. Au-delà de ça, il y a quand même un écosystème qui, tout en se développant, continue de se développer moins vite que l'écosystème californien ou que l'écosystème israélien. Et donc, on a l'impression de progresser quand on se regarde le nombril, mais si on se compare aux autres, on s'aperçoit que les autres progressent encore plus vite. Mais est-ce qu'il y a une accélération récente? Il y a une accélération, mais qui est freinée en France par deux choses. D'abord par le fait que ne sont pas encore vraiment montés à bord ni les grandes entreprises ni les pouvoirs publics. Alors que les grandes entreprises, parce qu'elles se raccrochent toujours et en général jusqu'au bout, jusqu'à leur effiction de leur chaîne de valeur, à la conviction qu'elles vont pouvoir continuer à faire comme avant. Ça, c'est ce que j'appelle le déni. En fait, on peut nier la transition numérique de sa filière jusqu'au bout, jusqu'au jour où on n'est plus rien dans cette filière et que la place a été prise par une entreprise numérique. Et les grandes entreprises en France tardent encore à passer à l'action, c'est-à-dire elles réfléchissent, elles font travailler des consultants, dans tous les coins il y a des petits projets, des expérimentations, mais on ne voit pas encore se préparer la vraie bataille qui va être entre les anciens et les nouveaux. Côté des pouvoirs publics, je pense qu'il y a aussi... on va y revenir, parce qu'on va faire un deuxième tour justement sur pour voir sur le blocage, mais pour laisser un petit peu à chacun le temps de s'exprimer, juste sur cette forme de constat. Alors, je vous signale, parce que vous ne savez peut-être pas, mais aujourd'hui, par exemple, Blablacar a annoncé qu'il rachetait son principal concurrent allemand. Donc, il y a quand même des signes comme celui-là. Donc, ça veut dire que cette société qui fait du covoiturage depuis 2007, finalement, devient vraiment un leader européen et peut-être mondial de ce type de service innovant. Alors, je voulais passer la parole à Vincent L'Orphelin. Vous êtes, donc, on l'a dit, vous êtes ingénieur, vous avez travaillé chez BNP Paribas, puis fondé votre société de conseil en brevet Venture Patent, en français dans le texte, qui aide les entreprises à protéger leurs innovations. Alors, vous figurez comme, je crois, dans la catégorie des optimistes résolus que vous distillez dans vos livres, dont le dernier s'intitule justement le rebond économique. Alors, ce rebond, est-ce que vous le voyez au coin de la rue 2015? Oui, tout à fait, on vous entend très bien. Alors je reprends, donc les scénarios des prospectivistes économistes, ces scénarios optimistes, sont effectivement de plus en plus crédibles. Alors un mot sur le livre pour pouvoir dire pourquoi on est arrivé à cette conclusion. Donc le livre en question s'appelle « Le rebond économique de la France ». Et il a deux particularités, c'est que d'une part il a été coécrit par des entrepreneurs, des dirigeants de start-up, 85, et d'autre part, on fait un parallèle dans ce livre point par point pour essayer justement de dégager les signaux d'un possible rebond en faisant un parallèle avec la dernière révolution industrielle, celle qui a eu lieu en France à la fin du XIXe siècle. Alors, parmi ces indicateurs, les signes avant-coureurs d'un rebond potentiel, il y en a, on en a dégagé une dizaine, mais il y en a un en particulier qui est celui, on vient d'en parler, du dynamisme des startups. Alors pourquoi c'est un indicateur important? Il s'avère qu'une révolution industrielle se passe en deux temps. Un premier temps qui est une révolution technologique et un deuxième temps qui est une révolution des usages.
Par exemple, le moteur à explosion, c'est une révolution technologique. Et l'automobile, c'est une révolution d'usage. Autre exemple, l'électricité et le téléphone. Ou bien encore, la pellicule photo et le cinématographe. Bon. Eh bien, ces deux mouvements technologiques et des usages correspondent à peu près aux deux temps de la destruction créative décrite par Schumpeter. Quand la machine à coudre arrive à la fin du XIXe siècle, chaque machine à coudre détruit 85 emplois de couturière. Mais derrière, comme le prix du vêtement chute brutalement, il va y avoir de nouveaux usages. En particulier, les gens se mettent à avoir une garde-robe. Avant, ils avaient, globalement, ils avaient un habit pour le dimanche et puis un habit de travail pour la semaine. Bon. Et là, ils se mettent à avoir une garde-robe. Ce qui va permettre de développer la mode, les grands magasins, la publicité, voilà, une multiplicité de nouveaux usages qui inventent quelque chose qui n'existait pas avant et avec, on l'a dit à l'instant, des business models qui n'existaient pas auparavant dans des nouveaux modes de consommation, des nouveaux modes de distribution, de marketing, etc. Et c'est à l'intersection entre ces deux phases que se développent les startups. Donc ce sont les startups qui vont inventer ces nouveaux usages, inventer des nouveaux modèles économiques, des nouvelles manières de distribuer, des nouveaux marketing, etc., tout ce qu'on appelle les usages, et qui vont avoir un rôle clé pour l'innovation de rupture et la mise sur le marché de ces innovations. Et c'est cette effervescence, ce bouillonnement entrepreneurial qui portera ses fruits plusieurs années plus tard et qu'on pourra enfin mesurer avec des indicateurs économétriques, mais dans les années qui suivront. Mais ce qui est important de retenir, c'est que c'est ce dynamisme entrepreneurial, cette multiplication des startups qui est un signe avant-coureur d'un rebond économique. Donc, il s'avère justement aujourd'hui que ce dynamisme, on l'a dit à l'instant, Philippe Mutrici l'a développé, on commence, enfin, ce dynamisme entrepreneurial est aujourd'hui palpable. Je dis palpable parce qu'il n'est pas véritablement mesurable. On n'a pas d'indicateur officiel là-dessus. Alors on a dit, il y a des chiffres sur le capital risque, sur les investissements. Alors, effectivement, il y a le nombre Normalement, de jeunes Philippe entreprises. Mutrici doit en avoir dans sa... Ah, voilà, vous voyez, il a des chiffres. Alors enfin, il y a des chiffres, mais voilà, ça ne fait pas un indicateur clé qui permet de... sauf si vous avez un chiffre... alors, sur les jeunes entreprises innovantes, oui, on les a, etc. Mais c'est à ça que vous pensez? Ou sur le développement du capital risque? Allez-y, dites-nous, qu'est-ce que vous avez comme chiffre? Nous, les chiffres qu'on a, c'est ceux qu'on partage avec pardon, excusez-moi. C'est ceux qu'on partage avec l'Association française des investisseurs en capital, qui montre qu'aujourd'hui, la France est numéro 1 en Europe sur le capital risque. Voilà, ça c'est un chiffre. Alors on peut le regarder par les levées de fonds, on peut le regarder par le nombre d'entreprises investies. En Europe continentale peut-être, en Grande-Bretagne? Non, on est devant la Grande-Bretagne. On est devant la Grande-Bretagne. Donc voilà, ça c'est des chiffres concrets, baromètres qu'on publie nous aussi. Donc en tout cas, vous verrez ces données-là. Donc on est en Europe l'économie qui produit par le capital investissement le plus de startups, mais en même temps, il y a d'autres façons de financer des startups. Mais je ne voudrais pas vous retirer votre temps de parole. Non, c'était juste une précision. Donc, voilà, le dynamisme entrepreneurial. Absolument. Donc, bon, je complète ces indicateurs-là par d'autres indicateurs. Par exemple, celui de Deloitte, qui établit un palmarès des sociétés dans le monde qui ont la plus forte croissance. Bon. Eh bien, il s'avère que dans cet indicateur, sans surprise, la Californie arrive en première position, mais c'est la France qui est en deuxième position, loin devant la Grande-Bretagne et loin devant l'Allemagne. Autre indicateur, alors plus qualitatif,
Au Consumer Electronics Show de Las Vegas, on parlait des objets connectés. Il y a eu un grand article qui a été fait par Wired qui a... C'est le grand salon mondial de l'électronique de loisirs. Voilà, on va dire. Et donc, ce magazine, qui est très réputé, rassemble les innovations qui lui paraissent les plus intéressantes dans les objets connectés. Il s'avère qu'un objet sur 2 est français. Sur les objets connectés qui sont vendus aux États-Unis dans les boutiques Apple, sur les 20 premiers vendus, 4 sont français. Autre indicateur, dans la génération Z, donc les gens qui ont moins de 21 ans, 1 sur 2 a un projet de création d'entreprise. Au dernier la génération indicateur, Z. 1 sur 2, 47%. C'est pas c'est Ma fini, il n'y a génération. plus de génération, frère. Ouais. Ouais. Et derniers indicateurs, enfin c'est bon, voilà, c'est une grappe, hein, tout ça Ouais. ne fait pas. Oui, c'est des signaux. Ce sont des signaux. Bon. Dernier indicateur qui est très parlant de mon point de vue, c'est que aujourd'hui en France, le premier créateur d'emplois, hein, je ne parle pas de recruteur, mais de créateur d'emplois, c'est-à-dire dont l'effectif a augmenté sur les 5 dernières années à périmètre constant, c'est-à-dire sans avoir racheté un concurrent. C'est la société O2. Alors, société O2, on s'attendait à Airbus, on s'attendait à EDF, on s'attendait... Bon, non, c'est une société O2, vous en avez entendu parler parce qu'ils font des flashs publicitaires à la radio, donc c'est une société qui emploie des femmes de ménage, qui emploie des assistants pour les personnes âgées ou des nounous. Il s'avère que c'est une société qui a été créée en même temps que Google et qui est une entreprise 100% numérisée. Bon, voilà un autre indicateur, c'est-à-dire que le premier créateur d'emploi en France est une jeune entreprise numérique. Enfin, numérisée, plus précisément. Ouais. Hein. Alors, pour vous donner un exemple en vous disant qu'elle est numérisée, une femme de ménage qui est employée au O2, son entreprise tient dans son smartphone. Hein, elle utilise son smartphone pour dire quelles sont les plages horaires dans lesquelles elle sera disponible. Elle utilise son smartphone pour flasher le cartable d'un enfant à la sortie de l'école. Et sinon, si elle ne l'a pas fait, eh bien, il va y avoir un texto qui va être envoyé automatiquement aux parents dans les 5 minutes. Elle utilise son smartphone pour qu'on lui dise à quel moment elle doit se rendre chez tel client, etc. Donc voilà quelques exemples, quelques indicateurs qui, rassemblés, font toucher du doigt, finalement, cet indicateur clé du dynamisme et qui est, à mon sens, un indicateur avant-gardiste d'un prochain rebond qui, là, sera mesurable d'un point de vue économétrique. Alors, merci Vincent. On a l'impression, en entendant tout ça, que finalement, tout va bien, puisque on a l'indicateur, c'est l'entrepreneuriat. On a plein d'entreprises, on est les champions, on est meilleurs. C'est formidable. Et puis, la réalité, c'est pas tout à fait ça, quoi. Hein. On le voit bien tous les jours. On ne peut pas dire que la France soit absolument en tête de tous les classements mondiaux et certainement pas celui du dynamisme économique et que le chômage reste quand même suffisamment important pour faire peur à tous nos élus. Donc ça veut dire qu'il y a des blocages, des freins. Alors on va essayer quand même d'en parler. Alors j'ai un peu coupé la parole tout à l'heure à Nicolas Collin, mais je vais leur donner tout de suite. Quels sont aujourd'hui, on va rassembler finalement les deux questions que je voulais vous poser après pour accélérer un peu. Quels sont les principaux freins en France et qu'est-ce qu'il faudrait faire si vous étiez si vous aviez la capacité de le faire? Vous êtes nommé Premier ministre ou je ne sais quoi, les 3 mesures. Donc, quels sont les principaux blocages et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les débloquer? Juste pour préciser que un fort taux de chômage, ce n'est pas forcément incompatible avec le dynamisme de l'entrepreneuriat, puisque justement la plupart des gens qui sont entrepreneurs créent leur entreprise parce qu'ils ont perdu un emploi salarié ou parce qu'ils n'ont pas envie de rejoindre un emploi salarié dans un contexte dans le contexte un peu morose qui est celui des entreprises traditionnelles aujourd'hui. Alors, ceci mis à part, je pense ce qui manque aujourd'hui, c'est un sens des priorités. C'est-à-dire les gens qui travaillent et qui consacrent du temps et de l'énergie et de la réflexion
à comprendre ce que c'est que l'économie numérique en sortent tous avec la même conclusion, ce n'est pas un secteur à côté des autres secteurs, c'est une sorte de principe général qui bouleverse l'économie dans son ensemble. Et donc, donc ça paraît un peu... c'est difficile de plaider pour ça quand on travaille dans l'économie numérique parce qu'on ressemble à une corporation clientéliste comme une autre, mais c'est un argument suffisamment fort pour que le numérique mérite d'être mis en tête des priorités. Ce n'est pas une politique suivie par un ministre, ça devrait irriguer, inspirer toute la politique économique et sociale du gouvernement, des questions de transition énergétique qui sont fondamentalement des questions de transition numérique, à la protection sociale qui doit être adaptée pour épouser les formes de l'emploi et les trajectoires professionnelles dans l'économie numérique, à la politique éducative où probablement le numérique est un moyen de désenclaver les écoles, de créer des expériences pédagogiques nouvelles. Bref, ça doit être considéré comme une priorité et prendre le pas sur toutes les autres, ce qui est difficile pour des dirigeants politiques qui ont du mal à hiérarchiser les priorités. Ils visitent différentes corporations, différentes clientèles, puis à chacune, ils disent un peu ce qu'elle a envie d'entendre et ils vivent dans l'illusion que tout ça est compatible. Mais il y avait cet épisode intéressant de François Hollande se rendant dans la Silicon Valley, faisant le fameux hug à Carlos Diaz là-bas, faisant un grand discours disant aux entrepreneurs qu'il les aimait, qu'ils étaient l'avenir de la France et qu'ils étaient très importants. La même semaine, le ministère de l'Intérieur annonçait le blocage de l'octroi de nouvelles licences de chauffeurs pour les chauffeurs de VTC, mettant un coup d'arrêt au développement des quelques entreprises françaises qui essayent encore de concurrencer Uber sur ce marché. Donc, or, je ne suis pas certain que le président de la République voit le rapport entre les deux sujets. Il pense qu'on peut à la fois protéger les taxis en limitant le nombre de nouvelles licences VTC et soutenir les entrepreneurs sans voir que en fait, ce sont les deux faces d'une même médaille. Alors, si j'étais Premier ministre, moi, il y a trois sujets. Il se trouve que quand on me demande quelle politique publique pour soutenir tout ça, j'organise toujours autour de trois piliers. Donc ça tombe bien, c'est le nombre que vous demandez. Le premier sujet, c'est le financement de l'économie. Ce que change l'économie numérique, c'est les structures du financement de notre économie. On sort d'une économie de rattrapage où les modèles d'affaires sont bien compris, où il y a très peu d'innovation et donc qui est majoritairement financée par du crédit bancaire. Quand on est à une économie à la frontière de l'innovation, où on invente sans cesse des nouveaux modèles d'affaires et où les entreprises ont des chemins de développement exponentiels, le crédit bancaire est inopérant. Et donc il faut mobiliser les marchés d'actions. Les marchés financiers ne fonctionnent pas mieux, les marchés d'actions, parce qu'ils exercent une pression court-termiste qui est assez toxique pour l'innovation. Donc il faut développer un pilier qui est encore très marginal dans notre économie, qui est le capital investissement, ou private equity en bon français, dont l'un des segments, c'est le capital risque, c'est-à-dire celui qui est concentré sur les entreprises innovantes avec des potentiels de croissance. Et ça, c'est marginal aujourd'hui. C'est d'autant plus marginal que toute l'épargne dans ce pays est aspirée par un secteur qui crée absolument aucune valeur, qui est l'immobilier. Enfin, Philippe Mutricine vient de nous dire qu'on était champion d'Europe. On est champion d'Europe, mais on est les plus grands dans la cour des nains, si vous voulez. Parce que si on compare aux moyens considérables qui sont alloués aux États-Unis aux entreprises numériques, ça nous donne l'ampleur du rattrapage. Voilà. Donc il faut réhabiliter les fonds, vous voyez, ce qu'on appelle les fonds d'investissement. Premier sujet. Deuxième sujet, c'est un sujet de réglementation. La plupart des entreprises innovantes n'arrivent pas à percer et à se développer parce qu'elles se heurtent à des barrières réglementaires qui sont adaptées à la façon ancienne, traditionnelle, d'exercer certaines activités. Le cas des taxis contre les VTC est emblématique de ça. On a hérité une réglementation d'un monde où n'existait ni le GPS ni les smartphones et la réglementation n'a pas été mise à niveau pour épouser cette nouvelle réalité technologique et d'usage. Et donc il faut apprendre à légiférer de façon beaucoup plus dynamique pour accueillir l'innovation souplement, de façon flexible, quand elle se présente et quand elle représente une opportunité de conquérir de la puissance industrielle. Et le troisième sujet, c'est une institution très importante, mais qui a rarement sa place dans les discussions sur l'économie numérique, c'est la protection sociale. Pour qu'un dynamisme entrepreneurial se transforme en un âge d'or économique où l'économie se développe au profit de tous, où la valeur est créée massivement et redistribuée à tous, et donc ça crée un cercle vertueux où l'économie se développe encore plus, comme dans les 30 Glorieuses, il faut mettre en place les bonnes institutions pour sécuriser tous les agents économiques, les entreprises et les ménages.
Notre protection sociale, elle est faite pour sécuriser des salariés travaillant plutôt à temps plein dans la même entreprise pendant toute leur carrière. Elle n'est pas du tout adaptée aux formes d'emploi qui existent aujourd'hui dans l'économie numérique, donc elle est à repenser complètement, avec un travail d'une ampleur qui fait un peu peur, puisque c'est le travail qu'a fait le Conseil national de la résistance après la destruction totale du pays et de ses institutions. Donc il faut revoir l'État-providence. Il faut le revoir, il faut le mettre à niveau, et contrairement à une idée reçue, il ne faut pas l'affaiblir, il faut le renforcer, parce que dans ces périodes de transition où il y a beaucoup de casse sociale, beaucoup de destruction d'emplois, il faut aider à amortir le choc à l'échelle individuelle, à l'échelle des entreprises, et accueillir les nouvelles formes d'emploi, les nouvelles formes d'activité qui sont inédites et donc inconnues de notre système de protection sociale. Alors, donc, financement de l'économie, barrières réglementaires, changer les institutions et notamment la protection sociale. Philippe Mutrici, vous, à la fois les blocages et les solutions. Allez-y, appuyez. Merci. Je voudrais juste lever deux ambiguïtés. Alors, première ambiguïté qui n'en est pas vraiment une, je tiens à dire que je partage tous les propos des deux autres orateurs, Vincent et Nicolas, dans ce qui est peut-être un peu frustrant pour vous, parce qu'il n'y a pas vraiment de débat, on dit la même chose, mais un petit peu différemment. Donc on n'est pas en tout cas en opposition. Petite nuance sur la France qui est du côté des nains dans le capital d'investissement. Là encore, malheureusement, ce n'est même pas une nuance, je suis d'accord. Simplement, je dirais qu'il faut bien comprendre comment fonctionne le capital investissement dans une perspective historique. Il a commencé dans les années 50 aux États-Unis et dans les années 90 en France. C'est un marché qui a des effets exponentiels, comme le disait très justement Nicolas pour le numérique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'apprentissage et que c'est un écosystème qui se met en place. Il n'y a pas que les fonds, il y a également des business angels qui sont beaucoup plus actifs en Californie. Il y en a malheureusement encore trop peu en France. Plus cet écosystème croît, plus l'effet de capital investissement se démultiplie. Alors, donc on est sur une phase de croissance extrêmement dynamique, mais c'est vrai qu'on est encore très petit. Le seul pays qui a été plus vite que nous, c'est Israël. Donc, mais on y reviendra, ce n'est pas le sujet du jour. Alors moi je dirais que la première chose qui manque aujourd'hui dans le pays, c'est de la confiance. Alors, c'est de la confiance du côté des chefs d'entreprise, je parle. Je ne parle pas de la société, c'est peut-être vrai aussi, mais en tout cas du côté des chefs d'entreprise, quel est le frein aujourd'hui à l'investissement quand on les interroge? Et encore une fois, on les interroge 2 fois par an. Ce n'est pas un problème de financement. Ça vient en 3e position. En 2e position, vous avez un problème de rentabilité, donc ça va renvoyer au problème de compétitivité. Je ne vais pas développer maintenant, je pense que chacun voit ce à quoi je fais allusion. Et le premier problème, c'est un problème de demande. Donc aujourd'hui, les chefs d'entreprise n'investissent pas parce qu'ils n'ont pas suffisamment confiance dans la demande qui va leur être adressée dans les prochains mois. Donc le retour de cette confiance entrepreneuriale est absolument essentiel pour... Et on fait comment? Alors on fait comment? Donc là, il y a, écoutez, je pense qu'il y a trois solutions. La première solution, c'est un message de stabilité réglementaire et surtout de stabilité fiscale. Donc un entrepreneur a besoin de visibilité sur des plans d'investissement, de retour sur investissement à 5 ans. Il ne peut pas en permanence craindre d'avoir des mauvaises surprises d'ordre fiscal qui viendront perturber son plan d'affaires. Donc un engagement de stabilité fiscale, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas de conjoncture défavorable, ce sont les dépenses publiques qui doivent s'ajuster à la baisse et non pas les impôts qui doivent s'ajuster à la hausse. Donc c'est un message très simple, mais je pense qu'il est absolument essentiel. Le deuxième solution possible, je parlais très rapidement d'un problème de compétitivité de l'économie française. Ça va en s'améliorant. Il y a des mesures qui ont été prises et qui vont vraiment dans le bon sens. On le voit, nous, au niveau de la public d'investissement, dans les résultats des entreprises qu'on accompagne. Mais il n'en demeure pas moins qu'on pourrait peut-être aller plus loin sur l'allègement des charges pesant sur les entreprises et notamment peut-être creuser une piste qui serait très favorable aux startups et à l'économie innovante, qui serait d'alléger l'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui réinvestissent leurs bénéfices. Donc ça, c'est une mesure dont on a déjà entendu parler plusieurs fois, elle a été étudiée, malheureusement, elle n'a jamais été mise en œuvre. Donc en tout cas, c'est peut-être le moment de passer à l'acte. Et plutôt que de faire un impôt plus bas pour les PME par rapport aux grands groupes, ce n'est pas vraiment le sujet. Le vrai sujet, c'est d'inciter les entreprises à investir et donc baisser la fiscalité pour celles qui utilisent leurs bénéfices pour réinvestir pourrait avoir un effet extrêmement positif. Alors la troisième solution,
Là, je dirais, c'est plutôt, là encore pour les startups, Nicolas y a fait allusion très rapidement, c'est le rôle de la commande publique. Alors très souvent, on entend, oui, en France, les PME sont desservies par un code des marchés publics qui est trop contraignant. C'est en partie vrai, mais ce n'est pas complètement vrai. C'est-à-dire quand on regarde les statistiques des marchés publics, plus de 50% des marchés vont à des PME en réalité. Le problème, il est plus concentré sur la PME qui démarre, pas sur la PME établie. Celle-là, elle a accès au marché public. Et donc, c'est vrai que dans d'autres pays, et notamment aux États-Unis, quand vous êtes une start-up, même si vous n'avez pas de référence parce que vous lancez un nouveau produit, vous avez accès à la commande publique. Et quand on crée une entreprise, c'est peut-être plus important d'avoir son premier client que d'avoir son premier financement. Et quand on compare d'ailleurs les façons dont fonctionnent les écosystèmes français et américains de ce point de vue, on voit que les startups californiennes ont très souvent leur premier client quand elles vont voir les fonds ou les business angels, ce qui n'est pas le cas en France, où nous on voit souvent arriver à nos guichets, si je puis dire, des entreprises qui n'ont pas encore leurs clients, mais qui ont besoin de financement pour aller chercher leurs nouveaux clients. Donc on est un petit peu en retard dans le cycle d'innovation, on prend plus de temps à aller au marché, enfin le time, pardon, je fais plein d'anglicismes, le time to market, notamment parce qu'il y a peut-être une commande publique un peu défaillante. Donc ça, c'est trois solutions très concrètes, mais je dirais de façon plus globale, mon message aujourd'hui, ça serait le pire serait de se dire que la croissance repart, essayer, tout est fini, c'est bon, l'économie est redevenue compétitive, le chômage va baisser. Non, c'est pas du tout ça le message que je voudrais faire passer. Pas encore le cas non plus. Mais je pense que si la croissance repart, et qu'elle va repartir vite, c'est ce que je disais en début de table ronde, c'est le moment ou jamais de poursuivre les réformes structurelles, et je suis complètement d'accord avec ce que disait Nicolas, des réformes qui visent à améliorer la compétitivité de l'économie française et surtout à faire baisser durablement le chômage qui est aujourd'hui qui pèse durablement sur la croissance potentielle française, qui exclut durablement toute une série de populations de l'emploi et donc de la qualification, ce qui a des effets macroéconomiques sur la qualification, la sous-qualification de la manœuvre, qui à long terme ont des effets dévastateurs pour une économie. Donc si vous voulez, aujourd'hui on a la possibilité de sortir d'un cercle vicieux où tous ces facteurs jouaient dans le même sens à la baisse. Là, il y a une reprise économique, tous ces facteurs peuvent jouer dans le même sens à la hausse, il faut vraiment en profiter pour moderniser l'économie française. Alors, merci Philippe. Alors très vite, Vincent va nous livrer ses solutions. Il y a des questions qui arrivent, on va les traiter après. Olivier Passé va nous faire une petite synthèse avec le lien macroéconomique, parce que je sais qu'il y a pas mal de questions qui touchent à ça, justement, à cette question du bilan global. Donc Vincent, voilà, vous êtes nommé Premier ministre, c'est une bonne nouvelle. Vos 3 mesures, tout de suite. Alors je vais vous en livrer une, mais plus grosse. Ça marche aussi. Alors c'est un sujet dont on ne parle quasiment pas en France, qui a pourtant un enjeu stratégique pour l'économie de la connaissance considérable, qui est un enjeu aussi pour le capital risque, et qui a un enjeu de souveraineté. C'est l'écosystème des brevets. Alors pourquoi ? Et donc, ce que je préconiserais et ce que je ferais si j'étais Premier ministre, ça serait de doter le fonds souverain de brevets de 10 milliards d'euros. Alors vous avez entendu parler nécessairement de la guerre des brevets qui a été initiée par Apple contre Samsung et Google aux États-Unis et dont Apple a gagné les premières manches. Et qui a révélé le caractère stratégique des brevets dans la révolution numérique et en particulier sur le front du smartphone. Mais on sait très bien que cette guerre va se multiplier de la même manière pour tous les nouveaux grands marchés en cours de développement. D'ailleurs, de la même manière qu'il y a un siècle, lors de la dernière révolution industrielle. Bon. Deuxième chose, cette guerre des brevets a révélé en particulier les brevets d'usage. Par exemple, quand vous avez un smartphone et que vous faites un zoom en écartant 2 doigts, cette fonctionnalité-là était brevetée, fait partie des 3 brevets clés qui ont été utilisés par Apple dans sa guerre contre Samsung. C'est un brevet d'usage parce que ça se programme en quelques minutes, donc intensité technologique quasi nulle. Et en revanche, c'est une intensité d'usage tellement forte
que maintenant, quand vous avez des enfants qui ont 2 ans et qui ont un livre d'images en papier, ils essayent de faire un zoom en écartant 2 doigts. Alors, il s'avère justement que, alors pour donner un ordre de grandeur, hein, aujourd'hui, au travers, depuis cette guerre des brevets, s'est développé aux États-Unis un écosystème des brevets où il y a 750 fonds de brevets. Et le premier d'entre eux pèse déjà 5 milliards de dollars, là, pour donner les ordres de grandeur. Et il s'avère justement que la France est culturellement, historiquement, un grand inventeur. Et aujourd'hui, toujours de la même manière, la France est classée numéro 3 des inventeurs mondiaux par Thomson Reuters. Et surtout sur les brevets d'usage en particulier. Alors, comment on fait? Qu'est-ce que vous préconisez? Parce que, bon, vous êtes Premier ministre, il faut... qu'est-ce qu'il faut faire? Donner de... Je ne comprends pas bien, il faut donner de l'argent à un fonds de brevets, ou alors est-ce qu'il faut donner plus d'argent au centre de recherche pour qu'ils trouvent des choses? Comment on fait? Alors, le fonds souverain de brevets existe déjà. Hein. Ouais. Il a été fondé il y a quelques mois, en décembre, et il a été doté de 100 millions. Et il fait quoi? Il investit dans quoi? L'idée, c'est de créer un appel d'air pour que les inventeurs, les startups qui inventent des nouveaux usages, aient un premier débouché qui leur permette de rendre visible la valeur économique, la valeur patrimoniale de leur invention, et qui donc permet d'avoir un actif éventuellement mobilisable pour pouvoir attirer du capital risque. Donc c'est un effet vertueux qui n'est pas à fond perdu parce que justement ce fonds détient des actifs qui aujourd'hui ont une valeur patrimoniale importante. On est passé en quelques années, en gros, un brevet, ça valait 50 000 $, aujourd'hui dans le numérique, ça vaut en moyenne 1 million de dollars. On a multiplié la valeur de manière très importante. Pourquoi? Parce que à partir du moment, on était dans une logique, il y avait les pro-brevets et les anti-brevets. Les pro-propriétés intellectuelle, les anti. Typiquement, Apple versus Google. Google était plutôt dans la logique open source, et puis tout à fait bon. À partir du moment où il perd cette guerre et que ça devient un enjeu stratégique, le monde de la propriété intellectuelle a totalement basculé aux États-Unis, et Google le premier. Vous avez entendu qu'il a racheté Motorola pour ses 17 000 brevets. Alors certains commentateurs ont dit mais non, c'est parce qu'il s'intéresse à la téléphonie, parce qu'il y a des enjeux. Pas du tout, il vient de recracher le noyau il y a quelques mois pour quelques dizaines de millions de dollars, et on voit très bien que le seul enjeu qu'il y avait autour de ça, c'était les brevets. Donc Google a radicalement changé de position, ce qui a attiré par capillarité une forte demande de brevets de toute la sphère des inventeurs, des universités, des chercheurs, et qui a fait augmenter la valeur du brevet. Alors certains ont pu dire c'est peut-être une bulle sur les brevets. Donc en fait, si je comprends bien, on multiplie des incitations pour que les gens puissent développer déposer plus de brevets et que ça se multiplie. Voilà. Et en particulier des inventions d'usage, donc les incitations, qui permet d'être un catalyseur du financement des startups. D'accord. Ok, merci Vincent pour cette proposition assez originale. Alors Olivier, j'aimerais bien, donc vous êtes économiste chez Exerfi, vous avez l'habitude de jongler entre deux dimensions qui font toujours horreur aux étudiants et aux lycéens, la macroéconomie et la microéconomie, les entreprises d'un côté, les grandes masses et les grandes institutions de l'autre. Là, on a l'impression qu'on n'arrive pas bien à réconcilier les deux. C'est-à-dire qu'on a parlé d'un dynamisme entrepreneurial, de sociétés qui se créent, de signaux très sympathiques. Et puis d'un autre côté, alors sans parler uniquement du taux de chômage, mais on s'aperçoit que l'économie reste stagnante. Il y a même des économistes américains qui disent qu'on est rentré dans un cycle de grande stagnation, c'est-à-dire de croissance très molle et qui ne sera peut-être pas suffisante pour
créer de la richesse pour tout le monde, et puis d'autre part aussi toute une discussion sur le vrai bilan en emploi de cette révolution. On crée plein de boulots de chauffeurs chez Uber, mais est-ce qu'ils sont de la même qualité que ceux qu'on va détruire de l'autre côté? Enfin, il y a toutes ces discussions. Donc comment, de ce que vous avez entendu là entre nous, comment on peut réconcilier un petit peu la macro, la micro? C'est un défi, bien entendu. Je ne prétends pas le faire, mais simplement vous dire déjà que le thème de la conférence est parti de ça. Nous, à Xerfi, on vit sur ce hiatus, c'est-à-dire à la fois une prolifération de nouvelles, d'informations, une manière de travailler l'entreprise et l'écosystème des entreprises qui a été bouleversé en 2 ans, avec également la lecture du bouquin de Nicolas Collin, c'est la Bible, de Verdier, qui était, mais pas seulement. Et puis bon, il y a pléthore de bouquins aujourd'hui qui nous amènent à changer cette vision. Donc, nous tenons le même discours de cette mutation de fond et voire d'effervescence du côté de la création, éventuellement des startups, il y a les signaux, etc. Bon, nous l'avons. Après, ce que disait Philippe sur le sentiment d'une stagnation française ou d'un manque de dynamisme, nous l'avons également. Alors, le réconcilier d'abord. Tout simplement en sachant que cette révolution n'a pas forcément les effets attendus ou angéliques que l'on attend sur l'emploi ou sur la croissance. Regardons simplement l'économie américaine. L'économie américaine, depuis les années 90, est considérée comme une économie en proue de cette révolution numérique et des différents âges de cette révolution numérique. Et ce pays qui était en proue était le pays qui avait le plus fort déficit de la balance des paiements. Donc à la fois, il incarnait le pays de la compétitivité et des déficits massifs. Si je regarde toujours l'économie américaine, c'est un sujet obsessionnel aujourd'hui aux États-Unis, c'est l'effondrement de l'emploi de qualification intermédiaire, avec un taux d'activité qui s'est effondré de près de 10 points, qui est revenu quasiment sur la norme française ou européenne en moyenne. Donc ce mouvement de transformation de l'économie déstabilise autant qu'il fait germer de nouveaux potentiels. Et on parle même d'effondrement de la classe moyenne, voilà, donc, qui est le socle de l'économie américaine. Donc, et je pourrais reprendre également le nouveau pessimisme sur la productivité. Je reviendrai dessus. Non, ce qui veut dire que lorsque l'on parle de ces transformations micro, elles ont évidemment un impact ambigu sur le plan macro. Alors je ne vous dirai pas que la stagnation française est le signe de cette destruction créatrice. C'est vrai que l'on mesure, nous, lorsqu'on travaille les secteurs au niveau fin à Xerfi, on les travaille à partir de boîtes représentatives. On n'est pas sur de l'agrégé. Eh bien, on le voit évidemment, ce mouvement à la fois de destruction assez massif et puis d'émergence de nouvelles boîtes. Donc voilà, déjà, pour lever ce paradoxe, il y a évidemment cela. Ensuite, il y a nos instruments. Alors je vais remettre en cause, bien entendu, comme souvent les économistes, le thermomètre. Mais est-ce que ça se voit dans un taux de création d'entreprise, par exemple? C'est vrai que si je regarde le taux de création d'entreprise dans l'information, le numérique, je ne vois rien depuis 10 ou 15 ans. Mais je n'ai rien vu non plus aux États-Unis parce que là encore, les boîtes dont on parle sont quelques milliers. Ce sont quelques milliers de pépites à fort potentiel, évidemment qui sont petites à la base, mais lorsque je regardais, pareil, un panel d'entreprises, évidemment, vous êtes noyé dans plusieurs, alors en France, près de 3 millions d'entreprises, aux États-Unis, plus de 10 millions, mais évidemment que ce sont des phénomènes statistiques qu'il faut avoir envie de regarder et de détecter. Aucun de nos instruments aujourd'hui comptables n'est vraiment formaté pour détecter. On n'a même pas la définition de la start-up. Ce que l'on appelle le numérique, la création d'entreprises dans l'information et la communication ne décrit qu'un tout petit bout du phénomène. Lorsque Vincent parlait de O2 tout à l'heure, on a affaire à une économie à la fois qui est numérique par son process, par son esprit, mais qui diffuse sur toute une série de secteurs. C'est très difficile de sectoriser cet élément. Est-ce qu'on voit une percée à l'export? Et est-ce qu'on verra une percée à l'export? Alors je vous ai dit, les États-Unis, pays déficitaire, et on a l'exemple d'Apple qui a participé, alors là, vieille génération par rapport à ce dont on parle, mais dont on a clairement montré qu'elle avait participé au creusement
du déficit américain par son modèle d'affaires et son modèle de chaîne de valeur. Le problème, là encore, c'est qu'on a parlé du B2B tout à l'heure. Beaucoup de ces entreprises sont en fait des services qui rentrent dans les produits exportés, mais ils ne sont pas en première ligne des exportations. Donc ce sont des services incorporés. Évidemment, quand moi j'ai mon indicateur de balance commerciale ou d'exportation, j'ai des produits finis. Ce qui a été incorporé, je ne le mesure pas, donc il y a toute une traînée derrière qui représente 35% de la valeur d'un bien exporté que je ne vais pas faire figurer dans cette performance. Là aussi, c'est un élément connu, mais nous sommes très aveugles par rapport à tout ça. Sur la productivité, là encore, alors Nicolas parlait de croissance exponentielle et d'économie à coût fixe et à rendement croissant. Sauf que alors la comptabilité nationale ne connaît absolument pas ce concept, puisqu'elle évalue les services au coût. C'est-à-dire que si j'ai une petite boîte qui a une capacité de décupler le service rendu, qui sont souvent des services d'intermédiation, ceux que l'on mesure le plus mal dans la compta-nat, tout ce qui est lié au financement ou au commerce. Le commerce, l'activité du commerce, c'est la marge commerciale. Vous ne racontez rien de cette économie. Donc aujourd'hui, nous avons des espèces de courbes de productivité désespérément plates, là où se passe l'essentiel de la mutation des usages et des services rendus. C'est-à-dire, si aujourd'hui je prends les services aux entreprises, si je prends le commerce, etc., il ne se passe rien. Vous êtes dans une espèce d'éternité de productivité plate. On va prendre un exemple pour illustrer. Vous achetez désormais votre billet de train sur Internet. Pour vous, c'est une économie formidable de temps, d'argent. Voilà. Et en même temps, sur le plan de la mesure économique, du PIB, de tout ce qu'on veut, c'est un service qui est quasi gratuit, qui supprime des emplois de guichetiers, qui supprime des emplois dans les agences aussi qui faisaient ça. Et donc on est finalement dans une forme de destruction de valeur, alors que c'est le consommateur, lui, en a profité. C'est un petit peu ça. Exactement. Mais alors, ce qui se passe dans ces économies, quand même, et dans le cas américain, ce qui a été flagrant, au fond, dans cette transformation, c'est le fait qu'on a eu et on a un plus fort contenu en emploi de la croissance. Alors, c'est plus vrai sur les professions de qualification intermédiaire, mais on va dire avant le gros de la crise, c'était vrai, et ça se trouve aussi en France, c'est-à-dire à la fois, vous n'avez pas forcément toujours des chiffres d'affaires tout à fait visibles, vous n'avez pas forcément, vous n'arrivez pas totalement à cerner, mais simplement vous voyez pléthore d'activités qui apparaissent et qui améliorent le contenu en emploi de la croissance ou qui peuvent l'améliorer. Dans un premier temps, c'est peut-être ça que l'on peut voir, sachant que c'est combiné à tout ce qu'on a dit de la déstabilisation. On a des modèles d'affaires qui explosent au même moment et que dans cette phase intermédiaire, effectivement, il est très difficile de détecter les choses. Alors juste un point, donc grosso modo, on ne voit pas et je n'essaye pas de voir. C'est-à-dire, pour voir, je redescends au niveau micro. Je ne peux pas, à travers ma macroéconomie, et je voudrais essayer de vous montrer tout ce que l'on loupe. J'ai pris un graphique très simple. Vous voyez, j'aurais pu vous donner 10 000 indicateurs, mais là, j'ai pris la mesure de la production telle qu'on la mesure en France. Alors, vous avez en bas ce que suivent tous les conjoncturistes, l'indice de production industrielle. L'indice de production industrielle, ce sont des produits homogènes. On essaye de suivre la quantité produite de produits de qualité identique. C'est des biens physiques, hein, c'est des produits, c'est des machines. C'est industriel, et donc c'est ce que suivent tous les conjoncturistes, c'est là-dessus que se construit tout le discours sur la mort de l'industrie, le déclin de l'industrie. C'est ce qui sort des usines. Voilà. Et la méthode de calcul, c'est une structure fixe avec à qualité constante, on va dire, voilà, grosso modo. Donc qu'est-ce que nous raconte ce truc? C'est que quantitativement, l'industrie a régressé. Enfin, non seulement n'a pas du tout progressé, mais a régressé sur 20 ans. Depuis 2000, il n'y a plus rien. Et depuis 90, je suis en niveau absolu et ça s'est cassé la figure. Enfin, bon, en 2008. Je pars d'un indice 100, donc je force un peu le trait là par mon échelle. Mais bon, en gros, calme plat, vous avez tout le discours sur la stagnation, sur éventuellement le déclin industriel. Ensuite, ce sont des trucs techniques, mais c'est pas grave, il faut vous prendre sur parole. Je prends la production manufacturière telle que l'évalue la comptabilité nationale, cette fois-ci dans les comptes nationaux, c'est-à-dire qu'elle va introduire des changements de qualité. Et en particulier, si vous avez la montée de biens à plus forte valeur ajoutée, à plus forte qualité, donc la structure est glissante, et là vous allez voir les effets de montée en gamme. Et là vous voyez tout de suite, vous n'avez plus tout à fait la même histoire. Le fait, et en particulier, on prend beaucoup mieux en compte
toute une série tous les produits liés à l'économie de l'information et de la communication dont le prix relatif a baissé et dont la valeur d'usage a augmenté. Donc voilà, ce deuxième indicateur qui vous dit que la crise est passée par là, qu'on n'a toujours pas récupéré les niveaux, mais que malgré tout, on est sur 20 ans, on a cru de 20%. Puis après, je me resserre sur la notion de valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est-à-dire j'enlève les intrants, je me concentre sur ce qu'a produit vraiment le secteur en tant que tel. Et là, je vois que l'augmentation est encore plus importante, elle est de 40% sur 20 ans. Pourquoi? Parce que ces secteurs se sont resserrés sur des plus hautes qualifications, parce qu'ils se sont resserrés sur un noyau dur à haute valeur ajoutée, comme on dit, sur les fonctions stratégiques, sur les fonctions d'innovation, sur les fonctions de création, etc. Et puis, je me dis quand même, ma vision d'industrie, elle est quand même étroite, le monde a changé. Et là, je vais rentrer le B2B, je vais rentrer le secteur de l'information et de la communication, je vais rentrer toute la constellation qui fait la chaîne de valeur de l'industrie. Et là, vous voyez que j'ai une hausse de 65% de la production sur 20 ans, mais surtout, j'ai récupéré les niveaux d'avant-crise, et j'ai même, si on regarde de près, si je veux faire vraiment mon conjecturiste, un petit début d'accélération en fin de période. Et donc vous voyez que c'est très important de savoir ce que l'on veut chercher et le regard que l'on porte. En tout cas, dans cette économie, il est clair qu'aujourd'hui, passer à côté du B2B, passer à côté des effets de qualité, les gommer, comme c'est le cas aujourd'hui dans les services, nous fait louper énormément de choses. Là, je suis resté dans l'économie matérielle. J'y ai intégré quelques services. Maintenant, je n'ai pas mis dedans, donc j'ai parlé de production, c'est de la production industrielle ici. Industrielle plus un certain nombre de services liés à l'information, à la communication, services aux entreprises qui sont étroitement liés. Je n'ai pas mis tous les services aux particuliers, je n'ai pas mis les services liés à la santé, je n'ai pas mis le gros de l'économie des services. Je ne l'ai pas mis, pourquoi? Parce que là, carrément, je ne peux même pas faire l'exercice puisque la contaminate, je vous l'ai dit, ne mesure pas les effets qualité. Bon voilà, simplement pour vous dire que, petit indice, il ne se passe pas grand-chose en France, mais les outils ne nous aident pas non plus à décrire éventuellement les changements. Disons que la réalité est moins désespérée, et en particulier ce bloc, même quand on parle de désindustrie en France, si je prends l'industrie et tous les services périphériques qui rentrent dans le process, je me rends compte que la part de l'industrie n'a pas diminué sur 20 ans, mais qu'elle est restée, qu'elle a augmenté de presque 5 points en 20 ans. Donc là aussi, il faut faire très attention à notre manière, et c'est vrai que la France tente à se repositionner aujourd'hui dans cette partie un peu immergée de la chaîne de production qu'est le B2B et que sont les services aux entreprises. C'est évidemment ce qui est beaucoup moins spectaculaire que des produits emblématiques comme l'automobile en tant que produit fini ou que l'aéronautique en tant que produit fini, etc. etc. C'est les services, en fait, c'est tout l'écosystème finalement de grandes filières comme l'automobile ou l'aéronautique, par exemple, qui génèrent une activité de service et de sous-traitance aussi très importante autour d'elle. Exactement. C'est l'effet... Donc voilà, donc je ne suis pas en train de vous dire tout va bien en France, bien entendu. Ce qu'on en a dit, la table me paraît parfaitement équilibrée dans le fait qu'elle détecte des signaux faibles, on ne sait pas placer la France dans ce process. Alors bon, j'aurais des nuances à apporter par rapport à ce qu'on est vraiment largué par rapport à d'autres pays. Je vois effectivement, du côté de l'administration, on a tendance à utiliser des niveaux absolus. J'ai remarqué. Donc pour qualifier le capital investissement, si on rapporte à l'échelle du pays, on se rendra compte, et si on se centre sur l'amorçage, on verra qu'il y a quand même encore du terrain à parcourir. Un petit peu de travail à faire. Voilà, il y a du travail. Donc voilà, je reprendrai un peu toutes les nuances qui sont là. On n'est pas bien sûr de la situation française. Ce qui est certain, c'est que il y a une chance, on va dire que l'idée même qu'aujourd'hui cette transformation impacte au niveau macroéconomique n'est pas une hypothèse que l'on peut refermer immédiatement à partir du discours ambiant que l'on entend trop fréquemment. Voilà, alors maintenant reste à savoir si toute cette innovation qu'on constate, qui existe, qui est réelle, est susceptible d'avoir un effet positif sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire 1, la prospérité, plus d'argent, et 2, plus d'emplois. Merci à tous.